Nous nous sommes infligés d'énormes dégâts. Je ne vois aucun élément qui montre que quoi que nous fassions à ce stade contre l'Iran sera bénéfique pour les États-Unis, le peuple américain et nos intérêts stratégiques à long terme. Mais je ne pense pas qu'il y ait de stratégie à long terme. Je ne pense pas que nous en ayons jamais eu. La seule que nous puissions citer ces dernières années, c'est évidemment l'endiguement au cours des dernières décennies, et cela a été abandonné. C'est donc une opération très courte de vue, avec des intérêts à très court terme, anéantir l'Iran, les faire capituler, si vous voulez, devant Donald Trump. Bon courage. Permettez-moi de vous poser une question difficile. Encore une fois, si l'Iran prend l'initiative, s'il déclenche une séquence qui provoque une réponse militaire des États-Unis, et s'il considère que cela revient à enlever les gants, puis qu'il frappe toutes les cibles que vous avez mentionnées, cela risque, je ne vois pas comment cela pourrait avoir un autre effet, d'avoir un impact économique catastrophique sur les États-Unis. Une récession majeure, peut-être même une dépression. Et cela nous causerait énormément de problèmes partout dans le monde. Quelle est la possibilité, ou plutôt, quelles seraient les implications que l'Iran calcule ceci? Écoutez, nous pouvons lancer une nouvelle phase qui entraînera forcément une riposte. Ils frapperont nos infrastructures pétrolières, ils frapperont notre secteur énergétique, et ce sera très très douloureux, avec de longues années de réparation. Mais cela pourrait, au final, provoquer la défaite des États-Unis, et nos objectifs à long terme pourraient être atteints. Est-ce un calcul qu'ils pourraient faire de manière rationnelle? Je le pense, oui. Et je pense que vous parlez de dégâts infligés à la région du Golfe Persique et à ses infrastructures, dont le rétablissement demanderait au moins 10 ans. Donc vous parlez clairement d'une dépression à l'échelle mondiale. Et je pense que, de ce point de vue aussi, nous sommes déjà bien engagés dans cette direction. Une chose assez intéressante, c'est d'observer Scott Bessent. Il est très sensible au marché obligataire. Nous sommes maintenant largement au-dessus de 5% sur les obligations à 30 ans. Cette dernière émission obligataire nous a coûté énormément cher. Nous avons de très gros problèmes financiers et Scott Bessent utilise tous les artifices et toutes les illusions imaginables dont il dispose pour en quelque sorte repousser l'inévitable effondrement financier qui, selon moi, arrive. J'ai toujours accordé beaucoup d'attention à ce que disent Jeffrey Gundlach, Luke Gromen et d'autres, parce que j'ai une grande confiance en eux. Et je surveille aussi ce seuil des 5% sur l'obligation à 10 ans. Et tout le monde le dit très clairement. Si vous franchissez ce seuil et que le rendement de l'obligation à 10 ans dépasse 5%, vous entrez en territoire inconnu. Et ça pourrait être catastrophique pour nous. Oui, c'est la fin du système du pétrodollar. À ce stade, franchement, je pense qu'il est déjà mort. Ce système ne faisait que recycler les dollars du Golfe Persique vers les États-Unis. C'est terminé. Personne ne veut investir dans notre dette. On a, en quelque sorte, repoussé l'effondrement au Japon. Et ce faisant, on a nui à l'euro parce qu'on utilise l'euro. Évidemment, un banquier m'a dit l'autre jour en Europe, « Qui essaie-t-on de tromper? L'euro et le dollar, c'est la même chose. Tout est en dollars. » J'ai répondu, « D'accord. » Je pense que financièrement, nous sommes dans une situation très fragile en ce moment. Alors laissez-moi vous poser la question. Je suppose que je ne sais pas lequel casse en premier. Est-ce que ça casse d'abord ici, chez nous, sur le plan financier? Ou est-ce que ça explose dans le Golfe puis que ça casse ici financièrement? Je ne sais pas. Oui, mais c'est peut-être simplement une question d'ordre des choses, pas de savoir si cela arrivera. Si cela se produit, replaçons un peu ça dans le contexte du monde vers lequel nous nous dirigeons. D'après tous les indicateurs, il va y avoir un carnage en novembre. Nous sommes maintenant à moins de 90 jours de cette échéance.
Et il est probable que le prochain Congrès, qui prendra ses fonctions le 3 janvier de l'année prochaine, sera très largement démocrate. Il est même possible que le Sénat passe lui aussi aux démocrates. J'ai entendu certaines personnes ici, à Washington, qui affirment savoir que les démocrates ont déjà un plan cohérent, enchaîné enquête sur enquête, probablement des audiences de destitution, peu importe, pour paralyser complètement le président Trump et les républicains au cours des 2 prochaines années, à l'approche de 2028. Apparemment, c'est leur plan. Alors quand vous avez ce dysfonctionnement politique qui va maintenir le président Trump sur la défensive en permanence, et qu'en même temps, si cela redevient un conflit ouvert et que nous subissons une forte pression économique, quelles inquiétudes avez-vous quant à la viabilité et à la stabilité des États-Unis sur le plan intérieur? La structure de pouvoir sioniste juive aux États-Unis a dépensé, selon les estimations, 37 millions de dollars pour évincer Thomas Massie de son mandat. Alors, combien cela leur coûtera-t-il de garder le contrôle d'un nombre suffisant de sièges à la Chambre et au Sénat pour empêcher la destitution de Donald Trump? Je ne sais pas. Mais s'il faut 37 millions de dollars pour évincer un seul élu et qu'ils ont beaucoup d'argent, je veux dire, il y a des réserves d'argent qu'ils ont accumulées, et je parle de cette structure de pouvoir sioniste juive qui représente des centaines de millions de dollars. Cet argent pourrait être utilisé dans le but d'empêcher la destitution de Donald Trump afin qu'il puisse conserver le contrôle du gouvernement des États-Unis. À ce stade, ils l'ont déjà parce que nous savons que 80% de la Chambre et du Sénat sont de fait payés par le lobby pour faire qu'un assaut. C'est un fait. Il suffit de parcourir ça, de regarder les montants d'argent qui y entrent, et c'est sidérant. Parfois, ce sont des sommes énormes, et parfois pas tant que ça. Mais les élus sont tellement avides d'argent et tellement désespérés de rester en poste qu'ils feront presque n'importe quoi pour le conserver. Donc je suppose que cette élection ne va probablement pas très bien se passer pour Trump en particulier. Mais la vraie question, c'est, qu'en est-il de ce lobby? Peut-il garder le contrôle? Je pense qu'il a une chance d'y parvenir. Je ne l'écarterai pas encore. Évidemment, ça pourrait changer si le système financier s'effondre d'ici novembre. Et ce n'est pas impossible. Je veux dire, si vous écoutez Ray Dalio et d'autres, ils vous diront que cela pourrait très facilement arriver. Donc je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas savoir avec précision quand ce genre de choses se produit, mais ça pourrait arriver. Maintenant, quand on parle de tranquillité intérieure, rappelez-vous qu'il y a actuellement plus de 50 millions de personnes aux États-Unis qui ne sont pas nées ici. Combien sont en situation irrégulière? Combien sont en situation régulière? Je ne connais pas la répartition exacte, mais normalement, les chiffres que l'on obtient du gouvernement fédéral selon l'administration sont des mensonges. Ils ne sont pas vrais. Donc je pense qu'il y a des dizaines de millions d'illégaux dans le pays. Que feront la plupart d'entre eux? Et je pense que ça dépend. Ça dépend aussi des personnes qui ont la citoyenneté américaine. Mais franchement, elles ne sont américaines que de nom. Je veux dire, elles restent là et disent « Je suis américain ». D'accord. Qu'est-ce qui fait de vous un Américain? Eh bien, j'ai la citoyenneté de naissance. À vous de choisir. Franchement, c'est pas si difficile à obtenir. Pas pour quelqu'un qui a de l'argent ou de l'influence. C'est plus difficile pour quelqu'un qui n'a ni l'un ni l'autre. Et beaucoup de gens ont travaillé très dur pour obtenir cette citoyenneté. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont en colère contre l'immigration clandestine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas comment de nombreux groupes vont réagir. Certains groupes peuvent retourner là d'où ils viennent, au moins jusqu'à ce que la situation se calme ici. D'autres groupes n'ont rien vers quoi retourner.
Et puis il y a la question de l'état de droit. Où en sommes-nous là-dessus aujourd'hui? Combien de policiers ont quitté le service parce qu'ils ont peur de faire leur travail? Ils ont peur que s'ils font leur travail, ils se retrouvent devant un juge, et que ce juge les fustige, les crucifie au bout du compte, et les mette en prison, alors qu'ils n'ont fait que leur travail. Comment régler ce genre de choses? Souvenez-vous, si on remonte à 2016, c'est pour faire ce genre de choses que Donald Trump a été élu. Ça ne s'est pas très bien passé pour lui, parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait pendant son premier mandat. Ensuite, on espérait que s'il obtenait un second mandat, ou dans ce cas le mandat qui suit Biden, il aurait peut-être appris quelque chose et ferait certaines choses correctement. Cette fois-ci, on a découvert qu'il n'est même pas aux commandes. Il ne gouverne pas. C'est le lobby qui gouverne. Alors, que pourrait-il se passer? Je pense que tout est possible, depuis une véritable désintégration sociale, une désintégration de la société dans le chaos, jusqu'à des troubles modérés dans toutes les grandes villes du pays. Parce que c'est dans les villes que se concentrent deux catégories de personnes. Des gens aux revenus très élevés, pas très nombreux, mais nombreux quand même, et puis à l'autre extrémité, un grand nombre de personnes qui n'ont rien. Et si elles ne peuvent pas obtenir ce dont elles ont besoin pour survivre, alors qu'elles n'ont déjà rien, elles ont tendance à agir sans réfléchir. Je ne peux donc pas entrer davantage dans les détails, mais je pense qu'il faut accepter le fait que rien de tout cela n'est une bonne nouvelle. Et cela vous amène à vous demander à quel point tous ceux qui sont à Washington sont complètement déconnectés. Chaque fois que je vais là-bas et que je parle aux gens, j'ai l'impression qu'ils vivent encore, d'une manière ou d'une autre, dans les années 60 ou à la fin des années 80, au début des années 90. Ils ne vivent pas dans l'Amérique d'aujourd'hui. Oui, c'est précisément l'une des choses qui m'inquiète, parce que c'est inconnu. Mais si nous nous engageons dans cette voie vers laquelle nous semblons nous diriger, ce sera presque certainement mauvais. Et pendant le temps qu'il me reste avec vous, je voudrais passer à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a des évolutions qui se poursuivent là-bas, et elles ne sont pas bonnes pour l'Ukraine. Je crois que nous avions dit, lors de votre dernière intervention, que l'Ukraine n'a désormais pratiquement plus de missiles intercepteurs, même s'ils n'étaient pas très efficaces, y compris lorsqu'ils étaient tous opérationnels. Maintenant, ils n'en ont même plus du tout pour fonctionner. Ce qui veut dire que le ciel est complètement ouvert à tout ce que la Russie veut faire. Mais comme vous en parliez avant que nous soyons à l'antenne, il y a aussi une autre évolution du côté russe qui pourrait avoir un impact sur la suite des événements. J'aimerais que vous nous parliez un peu de cette remarque concernant Gerasimov, leur chef d'état-major général. Il arrive au terme de son mandat, je crois, un mandat qui avait déjà été prolongé. Selon la loi russe, il ne pourra pas continuer. Pourrait-il le remplacer par quelqu'un ayant une autre façon de voir les choses? Eh bien, avant de quitter complètement la zone de guerre, il faut comprendre que, très récemment, les Ukrainiens ont lancé avec succès environ 800 systèmes sans pilote, des drones fournis par les Britanniques. Les Britanniques y ont intégré de nouveaux moteurs qui leur ont donné une plus grande autonomie, ainsi qu'un peu plus de vitesse, ce qui les rend plus difficiles à abattre. On parle donc en substance de missiles de croisière qui volent à environ 6 mètres au-dessus de la cime des arbres. Ils vont très vite, ils sont arrivés en très grand nombre, ils ont frappé des cibles à Moscou ainsi qu'à Volgograd. J'ai oublié la troisième ville, mais le fait est qu'ils ont causé beaucoup de dégâts. Maintenant, est-ce que ces dégâts vont stopper la Russie nette? Non. Est-ce que cela va rendre la vie plus difficile aux Russes moyens? Pas vraiment.
Mais c'était un événement très inquiétant parce qu'on parle d'un grand nombre de ces armes qui ont pénétré les défenses aériennes, simplement parce que les radars ne pouvaient pas les détecter. Et lorsqu'ils les ont détectées, il était trop tard. Elles étaient déjà passées. Mais rappelez-vous, ces engins venaient en grande partie de Grande-Bretagne. Et cela nous ramène à l'autre question dont nous avons parlé il y a quelques semaines. Combien de temps encore les Russes vont-ils attendre avant d'agir directement contre les Britanniques et d'autres États de l'OTAN qui fournissent activement ce matériel aux Ukrainiens? N'oubliez pas que cela ne va pas changer l'issue de la guerre. L'Ukraine est en train de perdre. Elle va continuer à perdre. Elle sera dévastée. En fait, de plus en plus nombreux sont ceux d'entre nous qui regardent cela, ainsi que le peu de gens qui restent en Ukraine, moins de la moitié de ceux qui étaient là au début, et qui se demandent s'il y aura même encore une Ukraine sur la carte. C'est un autre sujet, mais je pense que nous devons en tenir compte. Sur le terrain, nous voyons des avancées spectaculaires vers Zaporizhia. Nous voyons le pont à Zaporizhia qui, me dit-on, est toujours structurellement solide, mais qui a été au moins partiellement détruit. Ce n'est pas que ça fasse une énorme différence, parce que s'il y a bien quelqu'un capable de jeter rapidement et efficacement des ponts sur la Neva, ce sont les Russes. Et je pense qu'ils peuvent le faire. Donc je ne pense pas qu'ils dépendent tant que ça de ce pont. C'est un très beau pont, et il peut supporter beaucoup de poids. Mais je pense que ce que nous voyons, c'est que l'avancée vers Odessa est bien réelle et qu'elle a commencé. Odessa a été coupée du reste. Elle est bloquée depuis la mer. Ce n'est plus l'artère de soutien et de ravitaillement des Ukrainiens. Et les Russes ont en fait envoyé des Spetsnaz qui sont revenus avec de nombreux prisonniers, dont certains, m'a-t-on dit, seraient des officiers de l'OTAN. Nous n'admettons rien de tout cela et nous ne le confirmerons pas, mais je pense que c'est ce qui se passe. Donc, selon moi, nous sommes au début de la fin pour Odessa. Et nous assistons à une évolution spectaculaire dans le sud. Je sais que les Russes sont aux abords de Kharkov. Quant à savoir quand ils décideront de passer à l'action, personne ne peut le dire. Et puis là encore, on m'a dit qu'il y aurait jusqu'à 20 000 soldats nord-coréens, voire davantage, en Biélorussie au nord de Kiev, aux côtés de 90 à 100 000 autres soldats russes et biélorusses. Ils pourraient être envoyés très rapidement vers le sud, en direction de Kiev. La raison pour laquelle je dis tout cela, c'est qu'une chose est très claire. Les Russes disposent de toutes les armes, de toutes les capacités, et je dirais de toutes les troupes dont ils ont besoin pour mettre fin à cette guerre. Eh bien, ils se sont inquiétés, et continuent de s'inquiéter, d'une guerre avec l'Europe. Je veux dire, quand on va là-bas, tous ceux à qui je parle et qui reviennent de Russie disent la même chose. Là-bas, tout le monde pense qu'ils doivent se préparer à une guerre avec l'Europe et l'OTAN. Ils ne nous voient pas comme faisant partie de ça. Il y a toujours cette perception que les Américains n'en feront pas partie, qu'ils ne font face qu'à une menace européenne. Eh bien, si c'est vrai, alors il n'y a pas de menace. Et c'est ce que tout le monde essaie sans cesse de leur dire. Peut-être que le président Poutine s'en rend enfin compte. La menace qui l'inquiétait n'existe pas vraiment sur le plan militaire. Et puis bien sûr, il y a le gouvernement Merz, qui est sous assistance respiratoire. Il s'accroche au pouvoir du bout des ongles. Macron est dans un état tout aussi mauvais, et la situation en Grande-Bretagne est plus qu'explosive. Et si vous pouvez faire venir David Betts pour qu'il vous parle des conditions en Grande-Bretagne, entre troubles civils et rébellions ouvertes, faites-le venir. Parce que son travail est sans doute parmi les meilleurs que j'ai vus sur la question générale de savoir ce que font les sociétés. Et tout le monde dans cette partie du monde en a assez de voir des millions de jeunes hommes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient affluer dans le pays, violer, piller, commettre des crimes. C'est inacceptable.
Ils veulent qu'ils partent. Et je pense que si vous ajoutez à cela les dégâts économiques, c'est une recette pour la destruction. Maintenant, pour revenir à votre dernier point, Gerasimov a obtenu une prolongation de 5 ans il y a 5 ans. Techniquement, il a 70 ans. Il doit partir. Alors le président Poutine peut-il dire « je m'en fiche » et demander au Parlement d'adopter une loi qui lui permette de rester plus longtemps? J'imagine que oui. Cependant, il y a beaucoup de mécontentement à l'égard de Gerasimov. Gerasimov est perçu comme une sorte de crapaud sur la route, quelqu'un qui a gravement entravé les changements pourtant nécessaires dans la conduite des opérations. Quelqu'un qui a fait preuve de plus que de la simple prudence, qui s'est montré franchement timoré. Beaucoup soutiennent l'idée que quelqu'un d'autre prenne la relève. Pour l'instant, il n'y a aucune rumeur. Mais souvenez-vous, nous avons parlé de Sourovikine. Il est sorti de nulle part d'Afrique après plusieurs années et a eu une grande réunion avec le président Poutine. Il a été décoré et c'était une véritable fête de l'harmonie et de l'affection. Et puis Spory, à la Sebab. Il y a des gens qui espèrent qu'il pourrait être le chef d'état-major mystère, sorti de nulle part. Parce que tout le monde sait qu'il est bien plus agressif et qu'il est absolument déterminé à mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible. Gerasimov a aussi fait emprisonner au moins un général de division qui a eu l'audace de se lever, de le contredire et de critiquer sa manière de gérer les choses. Et Gerasimov l'a fait mettre en prison. Et, à la honte de Poutine, selon beaucoup de gens, Poutine a laissé cet homme croupir là-bas. Cela pourrait changer, je ne sais pas. La Russie est un endroit où, et je crois que vous avez reçu Jim Jatras dans votre émission, il me dit tout le temps, la Russie est un endroit où ce à quoi vous vous attendez n'arrive jamais, et ce à quoi vous ne vous attendiez jamais arrive. Alors, ça devrait tous nous préparer à être de faux prophètes. Bon, revenons à l'une des autres choses que vous venez de dire, parce que c'est très directement lié à ce qui pourrait venir ensuite. Et ce n'est qu'une supposition, mais je l'ai aussi entendu de la part de plusieurs sources russes. Elles pensent que, s'il y a un déclenchement de l'article 5, parce que la Russie frappe quelque part, en Allemagne, au Royaume-Uni, etc., les États-Unis n'interviendront pas, qu'ils discuteront, qu'ils protesteront, peut-être qu'ils aideront d'une manière ou d'une autre avec des armes ou des munitions, mais que nous n'irons pas combattre la Russie pour l'Europe parce que cette ligne-là serait alors franchie. Les États-Unis, voyons si ce n'est pas simplement une décision politique. Mais compte tenu de la situation actuelle, nous parlons des problèmes que connaît l'ensemble de notre marine, dont vous avez parlé plus tôt dans l'émission. Je parle des stocks de munitions, des limites concernant les missiles à longue portée et les missiles défensifs dont nous disposons déjà. Et nous ne pouvons pas régler cela avec notre base industrielle de défense avant 5 à 6 ans. Probablement même davantage. Pouvons-nous nous engager dans un conflit avec la Russie? Et si nous le faisions, que se passerait-il pour les forces armées américaines? Oh, je pense qu'on serait dans une sacrée situation. Enfin, comme vous et moi le savons, dans les faits, nous n'avons pas d'armée. L'armée n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle n'a absolument aucune profondeur. Quant à son niveau d'entraînement et à ses capacités, je ne voudrais pas m'avancer. J'entends des avis très contradictoires de la part des gens qui sont à l'intérieur, donc je ne sais tout simplement pas. Mais quand on parle de 400 000, disons 450 000 hommes, on en a environ 125 000 à 130 000 qui peuvent réellement combattre et être déployés au combat. Ensuite, quand on commence à examiner les structures de soutien nécessaires,
une grande partie doit être mobilisée et transportée sur le théâtre d'opération. Dans ce cas, ce serait l'Europe de l'Est, et cela se trouve dans les réserves ou la garde nationale. Je ne pense pas que cela arrivera. D'ailleurs, le président Trump vient d'exprimer sa colère contre la Corée du Sud. Et parce que la Corée du Sud n'est pas disposée à suivre ce qu'il veut faire dans le Golfe Persique et sur certaines autres questions, il a décidé d'annuler un exercice conjoint impliquant les forces armées américaines et les Coréens. Une partie se déroule au sol. Mais l'essentiel concerne l'aviation et les forces navales, et l'exercice était déjà réduit. Franchement, les Sud-Coréens, en particulier ce gouvernement, aimeraient déjà que nous quittions la péninsule. Nous sommes plus très populaires là-bas. Nous avons largement dépassé la durée de notre présence. Bienvenue. Et personne ne croit à cette menace imminente venant de la Corée du Nord, parce que les Chinois ne le permettraient pas. Je ne pense pas que les Russes laisseraient cela se produire, parce que les Chinois ne le permettraient pas. Rappelez-vous, quand il s'agit de décisions en Asie, la Russie s'en remettra toujours à Pékin. Et Pékin ne veut rien avoir à faire avec une guerre déclenchée par la Corée du Nord. Trump agit donc régulièrement sous le coup de l'émotion, et il frappe de toutes les manières possibles. Vous ne me soutenez pas. Vous n'avez rien fait pour moi quand je voulais que vous fassiez quelque chose. Alors, allez au diable. Je sais à quel point vous accordez de l'attention aux traités, aux alliances et aux obligations juridiques. Enfin, je continue de penser que Donald Trump résistera à l'emploi ou à l'utilisation de toute arme nucléaire. Je me fonde sur ce que j'ai vu de lui par le passé et sur ses déclarations au cours des dernières années. Je ne pense pas qu'il optera pour l'arme nucléaire tactique. Bon, je peux me tromper. Encore une fois, n'oubliez pas que M. Netanyahou a beaucoup plus de poids que n'importe qui d'autre, et Netanyahou pourrait le convaincre de faire ça. L'autre chose qui est assez intéressante, c'est que Netanyahou et Zelensky sont aujourd'hui plus proches qu'ils ne l'ont jamais été. C'est en partie grâce à Zelensky, qui a toujours soutenu Netanyahou, mais aussi à son désir de faire de cette guerre la plus grande possible, parce que c'est sa seule chance dans son esprit de réussir et de survivre. Je pense que c'est délirant, mais je pense que c'est ce qu'il a en tête. Mais nous devons de plus en plus considérer ces guerres comme étant en train de fusionner, comme nous en avons parlé auparavant. Et donc, si on voit les choses sous cet angle, nous ne pouvons absolument pas en mener deux à la fois. Nous avons déjà du mal à en mener une seule. Et sur le plan doctrinal alors? Je veux dire, évidemment, dès 1997, vous défendiez l'idée qu'il fallait réorganiser et réformer jusqu'à notre manière de combattre et aux moyens que nous utilisons pour combattre et tout le reste. Cela aurait été formidable si nous l'avions fait à l'époque. Mais là, en gros, nous n'avons pratiquement rien changé depuis votre livre de 1997. Et nous essayons, en quelque sorte, de mieux faire la Seconde Guerre mondiale, ou Tempête du désert, je ne sais pas qu'avant. Mais rien ne change vraiment, malgré tout ça. On essaye d'ajouter quelques drones par-ci par-là, peut-être davantage de missiles et d'autres types d'armements, et ainsi de suite. Mais nous ne voulons rien changer. À l'heure actuelle, d'après des informations dont j'ai eu connaissance tout récemment, seule une poignée de chars américains, par exemple, et ce n'est qu'un exemple, dispose de ces cages anti-drones ou d'autres systèmes de protection de ce type. Ce qui veut dire que si nous devions soudain nous retrouver dans une situation relevant de l'article 5 et tenter d'affronter la Russie au sol, eh bien, nous serions tout simplement anéantis sur le terrain. Parce qu'aucun de nos chars qui n'en seraient pas équipés n'aurait la moindre chance de survivre. Et c'est qu'un point. Nous n'avons ni les capacités offensives en matière de drones, ni les capacités défensives, ni la capacité de transition rapide dont disposent à la fois les Russes et les Ukrainiens. Franchement, j'ai l'impression qu'on se ferait tout simplement balayer si on essayait seulement.
Oh, je pense que c'est une certitude. Historiquement, nous avons énormément compté sur la suprématie aérienne. C'est un autre point qu'il faut remettre en question. Parce que quoi? Entre 25 et 30% de tous les drones Reaper qui volent à 25 ou 30 000 pieds, si nécessaire, ont été abattus et perdus au-dessus du Golfe. Nous avons aussi perdu des avions. Nous n'avons pas perdu d'avions dans beaucoup de conflits depuis, en réalité, la guerre de Corée. Donc, je pense que ce serait d'une stupidité catastrophique de faire ça. Mais rappelez-vous autre chose. Quand j'ai réorganisé les forces, je les ai aussi rattachées à une stratégie implicite fondée sur l'approche britannique avant 1914. Et l'approche adoptée par les Britanniques avant 1914, c'était de ne pas affronter les puissances continentales selon leurs propres règles, parce que vous perdriez. Parce que votre force principale aérospatiale, à cette époque-là, elle était uniquement maritime. La vieille expression dit « les navires sont bien fous de combattre des forteresses ». Vous savez, on ne peut pas faire ça. Les Britanniques n'ont pas pu le faire. Et ils auraient dû tirer les leçons de la guerre des Boers. Tenter de déplacer des centaines de milliers de soldats sur des milliers de kilomètres pour combattre un ennemi insaisissable, c'était une énorme perte de temps. Mais ils l'ont fait. Et une fois que tout a été terminé, cela leur a coûté des sommes énormes et les a endettés. Ils ont conclu une alliance avec les Japonais. Une partie de l'accord conclu avec le Japon, qui allait assumer la responsabilité des intérêts britanniques dans le Pacifique, parce que les Britanniques ne pouvaient plus y maintenir une flotte, prévoyait qu'en cas de guerre avec la Russie en Inde, les Japonais fourniraient 100 000 soldats pour combattre côte à côte avec 150 000 soldats britanniques afin d'empêcher les Russes d'attaquer l'Inde. Bon, qu'est-ce que j'essaie de dire? Autrement dit, jusqu'en 1914, il y avait une certaine réflexion stratégique derrière le comportement britannique. En 1914, ils ont fait ce que nous avons fait. Ils sont entrés dans une guerre qu'ils n'étaient pas obligés de mener contre un pays qui n'avait jamais été leur ennemi, l'Allemagne. Aucun soldat allemand n'avait combattu un soldat britannique depuis avant la guerre de 7 ans. Enfin, juste avant ça. Il n'y avait aucune raison, mais ils l'ont fait. Nous n'avions aucune raison de précipiter cette guerre avec l'Iran, mais nous l'avons fait. Il n'y avait aucune raison d'aller au Vietnam. Combien de Vietnamiens avaient traversé le Pacifique en sampan pour attaquer San Francisco? Pas beaucoup. Pourquoi sommes-nous retournés en Irak? Eh bien, en 1991, nous avons raté l'occasion d'écarter Saddam et de mettre un autre groupe au pouvoir. Mais la deuxième fois, nous y sommes allés parce que nous voulions changer l'Irak et en faire un pays favorable à Israël, le premier gouvernement démocratiquement élu du monde arabe qui serait favorable aux États-Unis, à Israël, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des absurdités. Nous sommes encore impliqués dans des absurdités, à essayer de réaliser ou d'atteindre l'inatteignable. Que Dieu nous garde d'essayer d'aller à Cuba. Nous y sommes allés 3 fois au début du XXe siècle, et ça s'est très mal passé. Nous avons carrément rédigé leur constitution. Nous avons supervisé des élections à 3 reprises, après 3 invasions. Il faut qu'on sorte de ce business une fois pour toutes. Et franchement, Trump ne raisonne pas tellement en fonction de ce qu'on appelle l'ordre international libéral, qui est un désastre, parce qu'il s'agit uniquement de reconstruction nationale et de stupidité de ce genre. Il pense en termes d'hégémonie militaire américaine. C'est vraiment de ça qu'il s'agit, et ce depuis longtemps. Mais notre hégémonie coûte trop cher. Nous n'en avons pas besoin. Les gens n'en veulent pas. Le monde n'en veut pas. C'est inutile. Mais l'argument est toujours le même. Si nous ne faisons pas ça, le monde entier va s'effondrer. Les Russes vont tout envahir. Ils seront assis au bord de la Tamise, à pêcher des poissons morts dans la Tamise. Vous savez, les Chinois seront quelque part du côté de Singapour.
Enfin, ils y sont déjà. C'est chinois, on le sait. Mais vous savez, l'armée chinoise va remonter vers l'Asie du Sud-Est. Elle va attaquer le long de la péninsule. Tout ça, c'est des conneries. Il faut que ça cesse. Nous devons sortir de ce système une bonne fois pour toutes. C'est peut-être la goutte d'eau qui fera enfin déborder le vase. Oui, Cette affaire appelée l'Iran, et je pense que vous avez raison, et je ne vois pas comment il évite une nouvelle confrontation. et puis, tu alertes aussi depuis tellement d'années. Je veux dire, surtout depuis les 20 ans qu'on se connaît. Toi et moi, tu répètes un de ces jours, on va se retrouver dans l'une de ces guerres, qu'elle va nous ruiner, et qu'ensuite elle entraînera la perte de l'Empire. Et j'ai peur qu'on soit juste au bord de ça. J'espère qu'on n'aura pas à vérifier si tu avais raison sur ce point. Eh bien, nous n'avons pas besoin d'un empire. Nous n'en avons jamais eu besoin. Nous sommes déjà un empire, ici même en Amérique du Nord, et c'est là-dessus que nous devons nous concentrer. En effet, oui, ça aurait été bien mieux si nous avions pu le faire par choix, au lieu d'avancer à l'aveugle, de perdre énormément de sang et de ressources, puis de nous le voir imposer. Mais il semble que ce soit aussi la voie que nous allons choisir, alors que nous ne le devrions pas, comme vous le disiez il y a un instant. Comme toujours, Doug, nous vous remercions de venir partager votre point de vue ici. Je rappelle à tout le monde d'aller sur Warrior Diplomacy. Le colonel McGregor a une chaîne YouTube. Il a aussi un Substack avec toutes sortes de contenus excellents. Merci beaucoup, Don. Très bien, merci à vous. Et Gary, est-ce qu'il nous reste encore une émission aujourd'hui? Est-ce que ça a été confirmé? Oui, en effet, le professeur Morandi a accepté d'intervenir aujourd'hui à 2 heures. Très bien. Nous allons donc obtenir directement à la source des informations sur ce qui se passe dans le monde avec l'Iran et sur ce à quoi nous pouvons nous attendre ensuite. Rejoignez le professeur Morandi à 14 heures. On se retrouve alors dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, nous n'avons pas de sponsor parce que nous détestons vous assommer avec des publicités. Moi, je ne les aime pas. Alors, montrez-nous un peu votre soutien en retour. Abonnez-vous. Mettez un j'aime et envoyez ceci à quelqu'un qui compte pour vous.